Donc, on va commencer. On reprendra s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Donc, merci pour les personnes présentes. Donc, le monde agricole donc, traverse une crise profonde et notre agriculture est menacée de jour en jour. Oui. Alors, Sophie Bezeau, la directrice du MODEF national. Donc, depuis plusieurs années, le MODEF dénonce donc les grandes orientations d'une politique agricole qui détruit donc les emplois. En 10 ans, on a perdu 100 000 paysans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a prévu que nos élus du MODEF interviennent. Donc, ça va se dérouler. Notre président donc, va introduire cette conférence de presse. Donc, Pierre Thomas, le président du MODEF national, qui est éleveur en agriculture bio dans l'Allier. Euh, du coup, après, donc, on parlera qu'il faut agir sur les prix agricoles pour sortir de cette spirale infernale. On parlera du GNR l'avantage fiscal sur GNR qui va être supprimé en 2030. On parlera des aides, de la baisse des aides de la PAC. Un projet de loi agricole peu ambitieux. On parlera aussi des importations agricoles qui menacent notre souveraineté alimentaire. La nouvelle maladie, la MHE, qui menace l'élevage bovin. Et l'eau, on terminera aussi par l'eau. Et après, ça sera place aux questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter nos élus du MODEF et ils vont prendre la parole sur ces différents sujets. Pierre Thomas, donc notre président du MODEF. C'est moi. Bien, moi je voulais, avant de commencer cette conférence de presse, avoir une pensée pour notre camarade qui, ce matin, dans un grave accident, donc, a perdu la vie sur un barrage. Donc, quelqu'un qui défend sa profession, sa vie et qui laisse la sienne, c'est quelque chose qui est difficilement tolérable. Donc voilà, nous avons bien évidemment une pensée pour sa famille, qui eux aussi ont été blessés dans cet accident. Moi, ce que je pense quand même, c'est que si nous avions eu des annonces un peu fortes pour tenir compte des revendications qu'ont les paysans, peut-être que les barrages auraient pu être levés et peut-être que nous n'aurions pas eu cet accident absolument dramatique. Donc voilà, c'est aussi un peu de colère que nous pouvons avoir de ce côté-là, quoi. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Sophie, le monde agricole traverse une crise, mais je ne sais plus si on peut parler de crise, parce qu'une crise, c'est momentané. Ça fait quand même de longues, longues années que on a un abandon de cette politique agricole qui est menée. On a perdu plus de 100 000 agriculteurs en 10 ans. Nous sommes dans une situation où près de 20% des agriculteurs sont en dessous du seuil de pauvreté, qu'une partie du revenu des paysans, des familles agricoles, provient essentiellement des salaires des conjoints qui travaillent à l'extérieur. Donc ça pose un certain nombre de problèmes sur la valorisation de notre travail. Pourtant, nous sommes des complètement indispensables. S'il y a des gens qui sont indispensables dans une société, c'est bien ceux qui vont produire de la nourriture parce que tous les jours, on a besoin de nourriture. Et donc, cette, euh, cette profession ne peut pas continuer à être traitée comme elle l'est. Ce que je pourrais dire également, c'est que euh, nous sommes aujourd'hui dans des pleines négociations, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on met en place, dont on parle qu'elles sont un peu nouvelles. Non. On continue sur cette même logique agricole. On continue sur cette logique agricole qui est une politique extrêmement libérale, qui veut que on aille vers les prix les plus bas, les plus faibles, pour pouvoir aujourd'hui dire il faut éviter l'inflation.
Je pense qu'il y a plein de mécaniques à mettre en œuvre qui nous permettraient d'avoir des prix beaucoup plus hauts pour les agriculteurs et et de contenir l'inflation. Donc je pense que derrière tout ça, vous allez voir dans les interventions des uns et des autres, je pense que derrière tout ça, il faut véritablement aujourd'hui qu'on change d'orientation politique. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire, important, à la fois pour le monde agricole, à la fois pour la souveraineté alimentaire, mais également pour l'indépendance de notre pays. On a plus de 60 ans de cogestion, 60 ans de cogestion avec un syndicat qui est majoritaire, qui aujourd'hui, on s'aperçoit que dans cette crise, fait peu de propositions et notamment parle peu des prix et des produits agricoles, ne vient pas là pour essayer de mettre en place, mais continue sur une logique qui est celle de l'agrobusiness. C'est pas ça dont on a besoin, c'est pas ça dont les paysans, les agriculteurs ont besoin, c'est pas ça dont notre pays a besoin. Nous avons véritablement besoin d'une véritable politique agricole et il faut que cette cogestion s'arrête absolument et faire en sorte que les politiques reprennent aussi une grande partie du manche derrière et avoir quelque chose qui tienne la route, quoi. Aujourd'hui, c'est plus possible du tout de continuer dans cette logique-là. Alors maintenant, on va avoir Lucie Illy, arboricultrice en bio dans les Hautes-Alpes, et Didier Gadea, notre secrétaire général, qui est viticulteur dans l'Hérault, qui vont parler sur les prix agricoles et que nous devons agir de suite sur les prix, sachant qu'on a les négociations commerciales qui se terminent à la fin du mois. Donc, il faut qu'on renverse la tendance. Bonjour, donc je suis Lucie Illy, je suis arboricultrice indépendante sur une vingtaine d'hectares de vergers en bio. Et je suis désolée, je vais prendre mon cas concret comme exemple parce qu'il m'a semblé relativement parlant et je sais que je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Donc j'ai effectué un passage en bio sur la totalité de mon exploitation en 2017. Donc certes, avec les 3 premières années, avec des prix fixés sur de la conversion bio, donc plus bas que le bio, mais si je prends mes 6 dernières années, je totalise 4 années déficitaires à hauteur de moins 52 000 euros de moyenne annuelle, avec des prix moyens de vente de mes pommes à 42 centimes pour des pommes bio. Je précise que je vends principalement par à des négociants qui vendent eux-mêmes à des industriels, à l'agroalimentaire. Donc, si on rajoute les 2 meilleures années sur ces 6 années-là, j'ai un résultat net de moins 6 000 euros par an, tous les ans depuis 6 ans. Donc, j'ai converti la totalité de mon exploitation en bio. Ça n'a pas fait évoluer ma situation financière. Avec la crise du bio, comme on a connu la passée, qui a remis une couche là-dessus. J'ai développé la vente directe, j'ai développé la vente en restauration collective. Bref, on multiplie les initiatives personnelles, mais en se débattant tous les jours, mais sans avoir un effet vraiment immédiat sur sur des prix rémunérateurs. Je pourrais prendre un autre exemple afin de montrer un autre mode de commercialisation. Voisin à moi, un agriculteur d'une quarantaine d'années, a dû cesser son activité assez récemment. Il était en coopérative, donc un autre mode de commercialisation, en conventionnel. Et malgré tout, ça n'a pas réussi à le laisser maintenir son activité. Malheureusement, son exploitation est allée à l'agrandissement. C'est notre agriculteur qui est aussi négociant, qui a repris la totalité de ses terres. Donc, on voit que certains d'entre nous s'en sortent mieux, notamment ceux qui négocient les prix au niveau agricole et qui prennent une grande partie des marges. Les marges des agroalimentaires et des grandes surfaces sont toujours plus importantes. C'est pourquoi le MODEF revendique et demande, face à ces situations, la fixation de prix planchers rémunérateurs garantis pour les produits agricoles et un encadrement des marges de la grande distribution, des transformateurs et de l'agroalimentaire grâce au coefficient multiplicateur. Je laisse la parole à Didier pour compléter. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Donc Didier Gadea, je suis viticulteur dans le département de l'Hérault depuis une trentaine d'années et je suis responsable de la commission viticole du MODEF. Donc effectivement, le MODEF réclame et revendique des prix planchers fixés garantis par l'État, puisque on voit que toute la profession est d'accord
sur le fait qu'il faut des prix pour vivre, mais force est de constater qu'aucune organisation syndicale ne propose autre chose que de rester dans le cadre fixé par le marché. Alors, le plus gros exemple, le meilleur exemple, c'est bien sûr Egalim, où on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, et pour voir ça, on a vu, puisque les prix sont toujours trop bas et ne permettent pas, même pas parfois, de couvrir les frais. Alors, pourquoi garantie par l'État? Parce que nous, au moins, on dit comment il faut faire. Et comme vous savez, quand le marché, ça marche, quand ça ne fonctionne pas, il faut changer le système. Et donc, il faut revenir parce que les prix garantis par l'État, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein, c'est quelque chose qui existait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les premiers à avoir mis cela en œuvre, c'est aux États-Unis, aux USA. On ne peut pas traiter les Américains des bolcheviks. Donc, il faut impérativement que l'État reprenne la main sur la situation. Il le peut s'il le veut. Et il faut aussi remettre en place les coefficients multiplicateurs qui ont été supprimés en 1987. Ce qui permet aussi, mais ça, bon, je laisserai mon camarade Raymond d'en parler, qui permet aussi de réguler les importations. Donc, alors, le 30 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, la NUPES a proposé justement des prix planchers fixés et garantis par l'État. Et à 6 mois près, ça aurait pu être voté. C'est dommage, on pense que là, c'est un acte manqué qui, maintenant, on voit le résultat. Notre président l'a dit en début en introduction, on a une camarade qui est décédée. Voilà, c'est regrettable, mais on a aussi tous les jours deux agriculteurs qui se suicident. Et apparemment, ça n'a pas l'air de leur suffire. Il faut aussi impérativement que ce gouvernement arrête toute la spéculation qui tourne autour de l'alimentation, des productions agricoles et aussi de l'énergie. C'est parce que là, c'est voulu. Vous avez un baril du pétrole qui est à $80. Il faut remonter à une quinzaine d'années pour voir ces prix-là. Et on nous explique que le gasoil à la pompe et le GNR, donc, augmente parce que, soi-disant, que les pays exportateurs auraient augmenté leurs tarifs. Non. Ceux qui se gavent, ce sont les intermédiaires, comme ceux qui se gavent dans l'agroalimentaire, et notamment le groupe Avril. Je vous ai dit en préambule que j'étais donc responsable de la commission viticole. Et sur les prix, je vais vous donner quelques indications. Et comme je vais faire comme Lucie, je vais commencer par vous expliquer sur mon exploitation comment ça se passe. Moi, je fais du Merlot Pays d'Oc. On me le propose à 60 centimes le litre. Et je le retrouve 6 km de chez moi, donc à Pézenas. Moi, j'habite à Montagnac, donc au Leclerc de Pézenas. Le même Merlot, 60 centimes pour moi et 9 centimes pour le consommateur. Et 9 euros, pardon, pour le consommateur. Voilà la réalité. 60 centimes pour le producteur et 9 euros pour le consommateur. On voit qu'il y a des marges énormes qui se font sur le dos à la fois des producteurs et des consommateurs, et que c'est intolérable. Voilà. Je pourrais aussi vous parler, si vous le voulez tout à l'heure, du plan qui nous prépare pour la viticulture. On nous prépare un arrachage de 80 000 hectares. Alors, on vous annonce comme ça, comme 80 000 hectares, vous savez, comme si c'était du blé. Non, la vigne, ce n'est pas du blé. Il faut des années et des années de travail pour faire pousser un hectare de vigne, et on vous annonce qu'on va arracher 80 000 hectares. 80 000 hectares, ça correspond à 219 hectares arrachés tous les jours. Voilà, c'est à peu près la production, c'est à peu près la surface qu'on fait dans le département de l'Hérault. Ça fait à peu près 4 millions d'hectolitres de vin en moins qui sera retiré du marché. Sauf que non, il ne sera pas tout à fait retiré du marché puisqu'on arrache d'un côté, mais on replante de l'autre. Et je vais finir mon propos en vous expliquant une chose. Nous avons un nouveau gouvernement qui est fait avec des anciens, avec un ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelle M. Bruno Le Maire, qui a supprimé les droits de plantation et les quotas laitiers. Et il est accoudé avec Mme Catherine Vautrin, qui à l'époque avait mis en place le rapport Vautrin pour justement la liquidation des droits de plantation. C'est un gouvernement qui fait du neuf avec du vieux, ou du vieux avec du neuf, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devient vraiment, vraiment pénible, quoi. Voilà.
Merci Didier. Alors, je vais juste faire un complément sur la situation laitière. Lactalis a imposé aux producteurs de lait 405 € pour les 1000 litres au mois de janvier. Donc, ce prix de base ne couvre pas les coûts de production. Donc, c'est-à-dire nos éleveurs laitiers travaillent à perte tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent, ils traient matin et soir et pour rien gagner. Donc, nous, au niveau du MODEF, on demande qu'il y ait un prix minimum pour le lait de base à 500 € pour les 1000 litres. Donc Raymond Girardi, vice-président du MODEF et agriculteur dans le Lot-et-Garonne, va vous parler de la suppression de l'avantage fiscal sur le GNR et aussi des importations agricoles qui fragilisent notre souveraineté alimentaire. Ok, donc en premier lieu, compte tenu de l'importance que représentent les importations, je traiterai un second sujet. Dans les revendications portées par l'ensemble des agriculteurs, bien sûr, apparaît la question que l'on appelle les carburants agricoles dans le GNR, qui était jusqu'à maintenant pas non taxé, mais faiblement taxé. Il faut juste le rappeler. Alors tout d'abord, quand cette mesure a été annoncée par le ministre des Finances, ancien ministre de l'Agriculture, comme Didier Caléa vient de l'annoncer, ça a été un coup de massue que l'ensemble des agriculteurs ont reçu, notamment les petits moyens agriculteurs. Et le MODEF s'est soulevé immédiatement contre cette mesure qui portait atteinte encore plus donc à la faiblesse du revenu des exploitants familiaux. Et on a dénoncé également la complicité de la FNSEA dans cette négociation avec le gouvernement pour supprimer cette aide liée au carburant. Donc aujourd'hui, il faut bien préciser d'où vient cette mesure du gouvernement et portée également par la FNSEA. Alors, pour voir plus clair sur le carburant agricole, il faut savoir que ça fait partie dans les dépenses des agriculteurs d'une dépense incompressible. Le carburant, évidemment, est vital pour faire fonctionner notamment les tracteurs des agriculteurs. Et l'incidence financière est énorme. Il faut savoir que pour une exploitation moyenne, ça représente entre 5 000 à 10 000 € de plus de dépenses par an, la suppression de cet avantage fiscal. Donc ça, c'est insupportable et ça enfonce un petit peu plus les agriculteurs dans la faiblesse de leurs revenus. Donc la revendication du MODEF donc, est claire. Hein. On a dit dès le début qu'on s'opposait à cette mesure et que pour le moins, les agriculteurs familiaux, petits et moyens agriculteurs, puissent bénéficier pour les 10 000 premiers litres de carburant de la même mesure qu'avant. Donc voilà, que les très gros céréaliers et qui semblent être favorables puisqu'ils sont portés par la FNSEA soient d'accord, c'est leur problème. Mais pour l'agriculture familiale et les petits et moyens paysans, il faut que cette détaxation soit pour les 10 000 premiers litres, ce qui permettra aux agriculteurs de bénéficier, donc, si on peut dire, de cet avantage sur une dépense qui est incontournable pour eux. Voilà la position du MODEF sur le GNR. Les importations. Alors, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que les importations, et notamment ce que dénonce le MODEF depuis 30 ans maintenant, ce qu'on appelle les importations abusives, sont un élément clé dans la définition des prix agricoles. Puisque la revendication du MODEF, c'est bien d'avoir des prix pour dégager un revenu et de vivre décemment au niveau des exploitations. Donc, le MODEF met en avant cette question de concurrence déloyale par rapport aux importations, et notamment concurrence déloyale sur deux domaines majeurs, que sont la concurrence qu'on appelle le dumping social, mais parlons de concurrence déloyale, c'est-à-dire que les pays qui exportent vers la France ont des charges sociales, de salaires, de charges et autres, qui sont bien sûr bien inférieures à la France. Prenons un exemple. Nous, en Lot-et-Garonne, on est le pays de la tomate. Et il faut savoir qu'un cueilleur de tomates au Maroc, c'est $1, donc à peu près 1 € de l'heure. En Espagne, qui est un pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est aux environs de 6 € de l'heure. Et nous, en France, on est à 14 € de l'heure. Donc, on voit bien qu'effectivement, on ne peut pas lutter contre cette concurrence déloyale.
Deuxième concurrence déloyale, c'est celle sur les médicaments des plantes, sur les produits phytosanitaires. Il faut savoir que la France est quasiment le premier pays sur la planète à avoir interdit des molécules. Si elles sont dangereuses, nous, on ne conteste pas. Mais comment peut-on accepter que ces pays continuent à utiliser ces molécules interdites en France et qu'ils puissent évidemment exporter chez nous? Et je disais que les importations sont un élément clé parce qu'on est sur les négociations commerciales là. Mais les négociations commerciales avec la grande distribution, et notamment les centrales d'achat ou les industries agroalimentaires, sont quand même liées aux importations. C'est-à-dire que ces acheteurs de produits agricoles font valoir auprès, y compris de l'État et auprès des metteurs à marché français, les prix des produits importés. Donc, si on règle la question des importations, on règle quasiment la question des prix agricoles pour aller vers des prix rémunérateurs. Ce qui veut dire que ce que propose le MODEF, et depuis des années, et il y a toujours l'État, quel qu'il soit d'ailleurs, depuis 30 ans, fait la sourde oreille là-dessus, si on met en place un contrôle des importations, c'est-à-dire qu'on ne puisse importer que quand on est déficitaire de production. On ne veut pas priver les Français de produits, on veut juste qu'on contrôle. Première chose, si on fait un calendrier des importations, on règle une partie du problème. Et la deuxième partie, c'est de mettre en place une taxe à l'importation. C'est-à-dire, pour contrecarrer cette concurrence déloyale, on met une taxe sur les produits importés qui permettra à l'État de récupérer des fonds importants qui pourront être utilisés, évidemment, pour aider notamment l'agriculture, l'installation ou autre. Donc, calendrier d'importation, contrôle d'importation, taxe à l'importation, on règle le problème et ça aura un impact majeur puisqu'on vit dans une économie d'offres et de demandes et de concurrence, ça permettra d'éliminer cette pression anormale des produits importés sur les produits français et ça réglera une grande partie du problème des prix qui est la revendication majeure du MODEF. Merci Raymond. Donc on va faire un point aussi sur les aides de la PAC parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la PAC. Donc la nouvelle PAC est rentrée en vigueur au 1er janvier 2023. Donc le gouvernement a voulu stabiliser la ferme France au détriment des petites structures que nous, on défend. Ils n'ont pas voulu du plafonnement des aides de la PAC. Pourtant, ça aurait été un moyen d'assurer une justice sociale et de permettre à atteindre, pourquoi pas, la souveraineté alimentaire. Parce que alors là, c'est pareil, hein. Un ministre de l'Agriculture qui est nommé ministre de l'Agriculture de la souveraineté alimentaire, c'est juste effet de communication, hein. L'État s'est désengagé aussi sur les 52 premiers hectares. Il y avait le paiement redistributif qui avait été mis en place. Le MODEF avait participé à cette mise en place de surprimer les 52 premiers hectares, notamment pour permettre à des petites fermes d'avoir un petit peu plus d'aide et pour permettre d'installer des jeunes sur ces fermes. L'État a décidé non. On maintient le niveau actuel. Ah non, surtout pas, parce qu'on va se mettre à dos nos copains céréaliers. Le ministère de l'Agriculture a eu des grosses difficultés à traiter les nouveaux dispositifs de la PAC, notamment les éco-régimes, l'aide complémentaire, la notion d'agriculteur actif. C'est pour vous dire qu'on a des paysans, encore aujourd'hui, qui n'ont pas eu le versement de leurs aides de la PAC. Vous vous rendez compte quand même qu'on est à une situation que nos paysans se retrouvent dans des situations difficiles parce que souvent, notamment les éleveurs qui bénéficient plus des aides de la PAC, anticipent au moment, en fin d'année, à payer leurs fournisseurs. Sauf que là, cette année, ils n'ont pas pu les payer parce que les aides de la PAC n'étaient pas là. Parce que c'était trop compliqué de définir l'agriculteur actif, notamment pour quand il y a une personne qui a 67 ans sur la ferme, il fallait vérifier qu'il n'est pas à la retraite à la MSA ou autre. Mais quel scandale! Quel scandale! Est-ce qu'on peut aller expliquer à un paysan demain, ben, vous n'aurez pas vos aides de la PAC parce qu'on a un problème informatique et qu'on n'avait pas anticipé? Pourquoi on n'a pas reporté d'1 an la mise en place de la PAC comme ça avait été fait
la dernière fois. Alors là, le pompon, c'est concernant les éco-régimes. Dans le PSN, ils avaient annoncé des montants pour les paysans en disant, vous avez plusieurs niveaux. Donc, il y a le HVE niveau de base qui était à 60 euros, HVE niveau haut à 80 euros et 110 euros pour la bio. Sauf que manque de peau, le ministère avait oublié que tous les paysans allaient se mettre en HVE niveau supérieur. Et manque de peau, il faut se couper l'enveloppe et du coup, les montants ont été en dessous. Et le pire, c'est que même ils voulaient mettre le même niveau HVE avec le même niveau que la bio. Heureusement qu'on a été là, le MODEF, pour dire, mais n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose niveau HVE et que la bio. Alors, concernant les MAEC, alors là, j'ai l'impression que c'est un gros mot pour le ministère de l'Agriculture. Les crédits baissent. Ils ont annoncé des crédits qui baissent, alors que pourtant les MAEC permettent de préserver certains espaces, notamment comme les zones humides, qui sont à préserver. Eh bien non, non, ça c'est du second pilier, donc il faut que ce soit les régions qui s'en occupent. Par exemple, en Bretagne, il n'y a pas assez de montants pour ces MAEC. Il faudrait, par exemple, un budget pour 5 ans de 90 millions d'euros rien que sur la Bretagne. Alors, nous, au niveau du MODEF, on a fait des propositions et qu'on va continuer quand on va rencontrer le Premier ministre en disant qu'il faut un plafonnement obligatoire des aides à 50 000 euros par actif, qu'il faut augmenter les éco-régimes, c'est-à-dire respecter les montants qui ont été annoncés dans le PSN, d'augmenter les MAEC à 500 millions d'euros, parce qu'il le faut. Il faut qu'on aille vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il faut qu'on y aille. Mais il faut donner des moyens et soutenir l'agriculture biologique. Aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle est menacée, clairement. Elle est menacée par ce gouvernement. Notamment par la loi de finances qui n'a pas mis d'attribution pour l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, on était les seuls au MODEF à manifester devant le Palais Bourbon pour dénoncer que ce projet de loi de finances passe par le 49.3. C'est de là que tout est parti. Si on avait été des millions de paysans le 14 décembre devant l'Assemblée nationale, eh ben, ça aurait changé la donne. Il faut aussi augmenter donc l'enveloppe du paiement redistributif. Il faut mettre aussi, on s'était battu pour qu'il y ait une aide forfaitaire de 5 000 euros pour les exploitations de moins de 20 hectares. Parce que nous, on défend l'idée qu'il faut installer 1 million de paysans. Mais pour ça, il faudra que ça passe par des plus petites structures. C'est impératif. Par contre, clairement, l'État a fait un choix en rabotant ces aides de la PAC d'abandonner les paysans français. Encore, on l'a vu hier soir, s'ils avaient eu le courage politique de faire des annonces, eh bien, on aurait évité un drame comme il y a eu ce matin. Mais ça, on manque de courage politique. Et il y a urgence qui respectent leurs engagements, parce qu'il y a encore des nouvelles maladies qui sont apparues. Pour notre secteur en élevage, on a une recrudescence de la fièvre catarrhale ovine. On a la MHE, on a la grippe aviaire. Mais quand est-ce que l'État va entendre les paysans? Il va falloir qu'on coupe la France, qu'on bloque les centrales nucléaires pour que qu'on soit entendu. Du coup, donc maintenant, c'est Guénaël Poulmarche qui va intervenir. Donc, il est maraîcher dans le Lot-et-Garonne sur encore une autre fois, qu'un projet de loi agricole qui est peu ambitieux. Oui, bonjour, Guénaël Poulmard, donc agriculteur dans le Lot-et-Garonne, maraîcher. Je vais faire juste une petite parenthèse pour compléter ce qu'a dit Sophie par rapport à la PAC. Moi, je m'étais converti en bio en 2015 et les aides PAC, elles ont mis 4 ans à m'être versées. Donc moi, j'avais plus de 20 000 euros de versement PAC de retard. Donc, c'est juste pour vous donner un petit exemple de comment on doit gérer notre quotidien, notre boulot,
au jour le jour. On a des aides PAC, oui, mais ça met 4 ans à être versé, mais tout va bien. Puis après, on s'aperçoit que le plus gros fort taux de suicide, c'est chez les agriculteurs. Mais tout va bien, on gagne 30 000 € par an, tout va bien. Donc j'aimerais là aussi, sur ces prix-là, enfin sur ces chiffres qu'on donne là, rémunérateurs, j'aimerais bien avoir le mode de calcul, là, parce que ça me fait un petit peu sourire et ça a tendance un petit peu à m'agacer. Donc moi, j'ai participé aux discussions de la nouvelle loi d'orientation agricole. Alors, discussion qui était vachement intéressante, très constructive. Tout le monde était à peu près d'accord pour faire les bons diagnostics sur où étaient les problèmes, hein, dont on vient de parler maintenant. Le gouvernement était d'accord, l'ensemble des syndicats étaient d'accord. Par contre, hein, quand il s'agit de faire des propositions, voilà, les propositions, elles ont été faites là au 15 décembre de 2023. C'était une coquille vide. Personne n'a le courage de faire de vraies propositions. Ah oui, mais nos propositions, nos MODEF, elles sont pas très libérales. Ah ouais, mais ça va pas avec l'ensemble du système. C'est bête, hein, et le gros problème qu'on a eu sur les discussions de la loi d'orientation, c'est qu'on n'a pas su définir le nouveau système qui allait être résilient. On continue à rester sur un système qui est libéral. Voilà où il nous amène. On fait le constat maintenant. Alors tout le monde se révolte. Alors en premier, la fédération, la FEDENSOA, qui se révolte, qui bloque l'ensemble, quelques autoroutes. Mince, c'est quand même eux qui, depuis 60 ans, promouvaient ce système-là, complètement libéral. Et c'est à cause de ce système-là qu'on en arrive à avoir moins de 500 000 paysans en France, et c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que la nouvelle loi d'orientation là, qui devait aider l'installation, rien ne sera fait. Les financements, il n'y a rien. La seule chose, oui, si, la seule chose qu'ils ont proposé, c'est un groupement foncier agricole d'investissement qui va aider des investisseurs privés à rentrer dans le milieu agricole. Nous, on a peur de ça. Ça va être encore une dérive supplémentaire qui va financiariser encore le milieu agricole. Et on vous garantit que d'ici à moins de 10 ans, on sera 150 000 agriculteurs. Et le modèle, il sera agro-industriel. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble des consommateurs, c'est ce qu'ils veulent. Parce que le bio, effectivement, est-ce que c'est un modèle résilient ou pas? On peut encore en discuter, chacun a ses visions, mais on n'est toujours pas arrivé à définir un système résilient. Et tant qu'il n'y a pas des mesures fortes qui vont être prises, et ces mesures-là, malheureusement, elles ne sont pas super libérales, on n'arrivera pas à sauver notre agriculture française. Je rappelle que quand même, il y a moins de 30 ans, on était autosuffisant sur l'ensemble des produits agricoles, notamment en maraîchage. Aujourd'hui, on atteint à peu près 50, même pas 50% de nos besoins. Donc c'est une véritable catastrophe, c'est un drame. Et j'ai pas l'impression que voilà, nos gouvernements, nos politiques, ils s'aperçoivent que c'est la catastrophe. Nous, ça fait 30, 40 ans, j'ai retrouvé encore des vieux tracts. On est toujours sur les mêmes revendications et ça fait 40 ans que personne ne veut nous écouter. Donc, je ne vais pas refaire la liste encore de l'ensemble de nos revendications, mais nous, on aimerait qu'il y ait une dotation supplémentaire sur la SAFER, qu'il y ait un vrai financement sur les SAFER pour qu'elles puissent stocker la plupart du foncier qui s'en va à l'agrandissement et que ça puisse être réservé à l'ensemble des jeunes qui veulent s'installer. Parce que ça reste encore une grosse problématique, le foncier pour s'installer. Voilà. Merci Guénaël. Donc on va continuer sur la MHE qui menace l'élevage bovin. C'est Julien Morat qui est éleveur bovin et aussi éleveur de palmipèdes dans les Landes qui va intervenir sur cette nouvelle maladie. Bonjour à tous. Julien Morat, je suis éleveur de bovins et canards dans les Landes. J'ai un troupeau de blancs de l'Aquitaine. La MHE est arrivée sur nos départements du sud de la France, depuis le mois de septembre.
Les départements les plus touchés, excusez-moi, on est en train de m'appeler. Oui, Julien, on t'entend. Oui, désolé, hein. Oui, Si vous oui. m'entendez. Donc, je disais, donc nos départements qui ont été touchés dès la fin du mois de septembre, il y a eu les départements, notamment des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, qui ont été les deux plus grosses victimes finalement de cette MHE, avec des troupeaux touchés entre jusqu'à 60% et même parfois plus. Un peu de mortalité aussi, on parle de 1 à 5%, ça dépend des situations, c'est aussi très disparate. Personnellement, j'ai pas eu de mortalité, mais des vaches très atteintes et qui mettent 2, 3, 4 mois à s'en remettre. On ne parle pas non plus des conséquences économiques des avortements qui en sont induits, les reports de vente pour les broutards, les baisses de prix, les frais d'analyse supplémentaires, les frais vétérinaires. Alors, l'État a dit qu'il allait prendre en charge une partie des analyses à hauteur de 80%, les frais vétérinaires à hauteur de 80%, mais toutes les autres conséquences sur l'état général du troupeau, euh, que sont la reproduction, la fertilité, voilà, on est inconnu sur l'état réel de nos troupeaux parce qu'on ne sait pas les mesurer, que ce soit la fertilité ou la baisse des intervalles entre vélages. Tout ça sont des choses qu'on va mesurer dans les années à venir, donc au moins pour les 2 prochaines années. Et ces conséquences économiques, elles vont peser lourdement, que ce soit sur les trésoreries ou sur l'état économique même du troupeau. Donc, on va encore passer des années malgré une soi-disant embellie des prix, qui n'a fait que rattraper la hausse des coûts qui était antérieure à celle que nous avons eue encore récemment. C'est une goutte d'eau supplémentaire qui fait déborder le vase, mais pour les éleveurs de bovins notamment, c'est encore un coup dur dont on n'avait pas besoin. Merci Julien. On va terminer donc sur l'eau qui va être présentée par Christian Reg, retraité agricole en Haute-Vienne. Puis peut-être Christian, tu nous parleras aussi des retraites agricoles aussi qui sont très faibles. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on passera aux questions. Oui, donc sur la question de l'eau, nous avons eu un automne très pluvieux qui a empêché l'implantation de nombreux semis dans notre pays, mais ça ne veut pas dire pour autant que le changement climatique et les problèmes de sécheresse sont derrière nous, puisque sur la moyenne des années qui se sont écoulées, nous avons été confrontés de nombreuses fois à ces problèmes-là. Et par exemple, l'hiver dernier, nous avons eu 32 jours sans pluie, chose qui est exceptionnelle. Le niveau des nappes était au mois de septembre pour 65% d'entre elles au-dessous de la moyenne. Et malgré les précipitations qui ont eu lieu, de nombreux lieux dans notre pays, les nappes ne sont pas au niveau escompté. Donc, pour l'agriculture comme pour la vie en général, l'eau est essentielle, c'est un bien commun et en ce sens, pour le MODEF, ce bien doit être géré par un service public collectivement et territorialement. La démocratie doit être l'élément essentiel et capital dans la gestion de ce service public. Par exemple, pour revenir, l'eau est élément essentiel, il faut savoir que quand même dans notre pays, le droit à l'eau n'est pas reconnu pour de nombreux habitants des territoires d'outre-mer. L'île de Mayotte souffre terriblement du manque d'eau. En Guyane, le problème est moins important, mais existe quand même, de la même façon qu'en Guadeloupe. Donc,
pour l'agriculture, l'eau est essentielle, mais pour nous, elle doit être avant tout une assurance contre la sécheresse et non un outil pour produire plus, favoriser les exportations et de ce fait-là, être un outil de domination par rapport à certains peuples du monde. Nous sommes ce qui compte pour nous, c'est justement cette humanité et il est important qu'il y ait de la coopération internationale, mais que ce ne soit pas, mais que le commerce ne soit pas un outil de domination. Et donc, en ce sens-là, l'eau qui est inclue dans les produits agricoles ne doit pas servir comme outil de domination. Donc, en matière agricole aussi, l'eau n'est pas favorable à l'utilisation des nappes profondes et en ce sens, notre syndicat s'oppose aux méga-bassines qui sont en fait la traduction de cette chose-là. On puise dans les nappes profondes et ça crée un problème puisque ces nappes mettent très longtemps à se régénérer. Alors, lutter contre le changement climatique nous impose, à notre sens, d'user des outils que met la nature à notre disposition. Par exemple, l'agroforesterie peut être utilisée, l'implantation de haies qui ont été détruites justement pour favoriser l'agriculture industrielle qui existe du fait justement du problème que l'on a évoqué au début, la question des prix agricoles, de la concurrence, cette concurrence qui a conduit à l'agrandissement incessant des exploitations, porte une responsabilité dans cette destruction, dans la destruction de notre environnement. Donc, déjà pour le MODEF, pour cette question de l'eau, comme pour l'ensemble des problèmes environnementaux qui sont posés, la question de la régulation de l'économie est un élément essentiel. On pourra évoquer d'autres questions si vous avez des questions à poser. Je reviendrai, comme Sophie l'avait dit, sur la question des retraites agricoles. Des retraites, il faut bien le préciser, malgré la loi Chassaigne qui a permis une petite augmentation. Par exemple, je l'ai vu pour moi-même. Je suis passé, grâce à cette loi, je suis comme un pacha avec 1 120 € par mois. Donc, parfait. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas eu une carrière totale comme la mienne, qui sont avec des retraites minables, c'est intolérable. D'autant plus que le fait que les retraites agricoles soient très basses défavorise, est un boulet pour la transmission. Parce que forcément, quelqu'un qui a une retraite qui n'est pas à un niveau décent misera davantage sur la vente de son capital et jouera sur la vente de son capital, ce qui ne favorisera pas l'installation de nouveaux agriculteurs.